C'est bon? C'est bon? Bon, ben, on va commencer. Bonjour à tous. Merci de participer à cette conférence consacrée donc à une meilleure intégration de la chaîne logistique en Afrique depuis les plateformes d'import jusqu'au consommateur final. Alors, pour commencer à évoquer tous les progrès et toutes les problématiques d'une meilleure intégration de la chaîne logistique en Afrique, on va commencer par Monsieur Jérôme Petit, qui est CEO de Bolloré Logistique en Afrique. Monsieur Petit, vous allez d'abord nous présenter succinctement l'entreprise. Donc, Bolloré Logistique, qu'est-ce que fait Bolloré en Afrique? Et puis, peut-être vous allez nous présenter les progrès portuaires et maritimes des principaux ports africains qui sont liés aussi à une accélération des échanges internationaux et à une augmentation des échanges internationaux et du sourcing de plus en plus important en Asie. Monsieur Petit, on vous écoute. Merci. Effectivement, donc je suis là pour parler au nom de Bolloré Transport et Logistique, qui est la société, la division de Bolloré qui regroupe les différents métiers de la logistique, du transport, du shipping. Vous en avez une brève présentation derrière. Bolloré Transport et Logistique, c'est 4 métiers, les terminaux, la logistique, le chemin de fer et l'énergie. À l'échelle du continent africain, nous travaillons sur 4 métiers qui sont donc la logistique, les terminaux portuaires et ports secs et le shipping associé, ainsi que les chemins de fer. Bolloré Transport Logistique en Afrique, c'est 24 000 personnes. Nous sommes présents dans 46 pays depuis plus de 50 ans. Donc c'est dire le poids de la présence africaine de Bolloré Transport Logistique, puisqu'au niveau global, Bolloré Transport Logistique, c'est 36 000 personnes dans le monde, donc 2 tiers sont en Afrique. Donc pour nous, c'est vraiment l'empreinte historique du groupe qui continue à se développer de manière très agressive en Est-Ouest, mais qui reste focusé et vraiment concentré sur la partie africaine. En fait, on se rend compte que sur la dernière décennie, il y a eu en partenariat avec nos collègues armateurs, et je laisserai les gens de Nile Dutch en parler, une accélération des échanges sur les flux import et même export africains, qui s'est traduit par une forte demande au niveau shipping et donc par des engorgements au niveau portuaire. Il y a 10-15 ans, c'était très fréquent d'avoir 2-3 semaines de congestion portuaire. Donc le groupe, à la faveur des vagues de privatisation et de PPP mis en place sur l'Afrique de l'Ouest, a commencé par investir sur les façades portuaires. Et en l'espace de 10 ans, le groupe Bolloré a investi plus de 3 milliards d'euros sur 17 concessions portuaires que nous avons développées sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc il y a eu dans cette première phase, qui était en association avec les compagnies maritimes, investir sur le point d'entrée qui était les terminaux portuaires pour permettre de faire rentrer des bateaux plus grands, baisser les taux de fret et répondre à la demande en termes de capacité du marché, des armateurs et surtout le développement de nouveaux flux en Est-Ouest avec des imports directs de Chine, d'Asie, d'Inde qui prenaient le pas en termes de volume par rapport à des imports nord-sud. Par contre, ce que l'on se rend compte, c'est que autant il y a un investissement très fort d'un point de vue armateur et portuaire, toute la chaîne logistique n'a pas bénéficié de ces mêmes investissements et de cette même priorité. Et donc, on se retrouve avec des maillons de la chaîne qui ont évolué moins vite. On va parler des infrastructures, des accès aux ports avant et après les ports, des routes pour remonter sur l'Interland, tout ce qui est documentation douanière, simplification douanière, dématérialisation des documents.
Et ensuite, dans notre propre métier, la partie entrepôt-logistique, où il y a encore un décalage assez significatif en termes de niveau d'équipement, bâtiments, systèmes, par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe, en Asie, si on met de côté le Maroc et l'Afrique du Sud. Donc pour nous, c'était les trois enjeux de ralentissement à ce jour. Bolloré a bien sûr de grandes ambitions sur l'Afrique. Nous voulons être le moteur de la transformation logistique et industrielle africaine. On se rend compte que l'Afrique a encore beaucoup à exporter, a beaucoup à développer en intra-Afrique. Les flux intra-Afrique sont beaucoup plus faibles que l'intra-Asie ou l'intra-Europe et qu'il y a beaucoup de goulots d'étranglement en amont et en aval des ports. Donc les investissements ont été faits sur les ports, ont été faits sur les compagnies maritimes. Au niveau de la taille des bateaux, il faut maintenant qu'on aille plus loin en termes d'investissement sur les parties hors port, hors compagnie maritime. Donc au niveau Bolloré, on est sur différents axes d'intervention. Bien sûr, on va continuer à investir dans les ports, des ports de nouvelle génération, de plus grands tirants d'eau et de meilleurs équipements. Pour en citer, donc, le port de Kribi a commencé en partenariat avec CMA récemment, mais les prochains ports que Bolloré va développer sont donc le Ghana, Tema, et Abidjan, le deuxième terminal. Le deuxième axe, c'est sortir les flux des centres-villes. Vous êtes tous allés régulièrement en Afrique. Sortir de Conakry pour remonter est un cauchemar. Le Sénégal, sortir de Dakar pour sortir vers le Mali, c'est aussi très compliqué. Donc Bolloré a des ambitions de délocaliser des plateformes multimodales logistiques, sortir des villes avec des projets très concrets à Dakar, à Conakry, à Abidjan, pour délocaliser les flux de camions et des mouvements et essayer de les garder à l'extérieur du centre-ville. Le troisième axe pour nous, et j'en parlais avant, c'est au niveau des investissements logistiques. Bolloré, sur la partie logistique, va investir entre 2017 et 2018 à peu près 100 millions d'euros sur 8 hubs à travers toute l'Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord et Afrique de l'Est pour construire et développer des sites logistiques aux standards européens, Dubaï, Singapour. Donc c'est un investissement très significatif pour répondre aux besoins de nos clients. Le quatrième axe aussi qui est important à l'échelle de l'Afrique, et vous le voyez sur cette carte, toutes les lignes rouges que nous indiquons sont ce que nous appelons les corridors. C'est continuer à investir et à développer des corridors pour atteindre les flux et remonter les flux le plus possible à l'intérieur des terres, soit par des approches multimodales, rail-route, soit opérant propre avec Sitara et Camrail, mais aussi sur l'Éthiopie ou sur le Kenya avec des prestataires tiers, qui sont pour nous maintenant des très gros fournisseurs, ou alors en développant des solutions innovantes avec des flux Pointe-Noire, Brazzaville, Kinshasa pour bypasser la congestion de Matadi. Dernier point, c'est bien sûr la dématérialisation des process et des documents, où nous sommes les premiers concernés en tant que souvent premiers déclarants en douane au niveau des pays, donc à la fois en termes d'utilisateurs et de prescripteurs. Et le dernier point sera bien sûr nos investissements en termes de ressources humaines. La crise a eu cet avantage de forcer la localisation et le développement de nos cadres africains. À l'échelle de 24 000 personnes, nous avons un potentiel d'émancipation et de croissance en interne très significatif. Voilà. Merci, Monsieur Petit. Alors, on va peut-être étudier un petit peu tous les maillons de la chaîne logistique. On va commencer par le portuaire. Donc, Monsieur Romain Massoul, vous êtes directeur général France de Nile Dutch, ou Nile Dutch, je sais pas comment on dit. Nile Dutch, oui. Nile Dutch. Donc, compagnie maritime spécialisée sur l'Afrique, au départ de l'Asie, de l'Europe ou d'Amérique du Sud. Donc, je vous donne la parole pour savoir donc, quel constat vous faites, vous, puisque vous êtes très bien placé, sur les progrès des ports africains. Et qu'est-ce qui reste encore à faire pour améliorer la fluidité peut-être des marchandises sur ces ports? D'accord, bonjour à tous. Alors, je vais rapidement d'abord présenter la compagnie maritime Nile Dutch, qui est une compagnie néerlandaise qui a été créée il y a maintenant plus d'une trentaine d'années, qui est spécialisée, je dirais même dédiée, à l'Afrique de l'Ouest. Pour être plus simple, je vais vous montrer directement la carte. Voilà. Donc aujourd'hui, pour nous, le cœur de métier, le centre, c'est l'Afrique. Nous opérons sur 3 trades, l'Asie-Afrique avec un service porte-conteneurs,
L'Europe, Afrique de l'Ouest, avec 3 services, 2 services porte-conteneurs et un service qu'on appelle multipurpose, qui est destiné aux marchandises non conteneurisables, un peu plus flexibles, et un service porte-conteneurs aussi au départ d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, dans l'industrie, en termes de qualité de service, on doit fournir un service au départ des ports de chargement hebdomadaire, avec le transit time le plus court possible. L'Afrique ne déroge pas à la règle. Et aujourd'hui, que ce soit au départ d'Europe ou au départ d'Asie, la plupart des compagnies proposent ces services. Alors comment on a réussi à en arriver là? D'une part, l'accroissement spectaculaire des marchés ouest-africains a permis aux compagnies de déployer des services réguliers et de les remplir de manière satisfaisante à essayer de gagner de l'argent. Et aussi à l'amélioration des conditions de travail des navires dans les ports ouest-africains. Pour vous donner un exemple, en 2007-2008, en Angola, dans le port de Luanda, la taille des navires qui escalaient, c'était 1500-1700 TEU, avec une attente de 30 jours, voire plus. Aujourd'hui, à Luanda, on escale des navires de 6000 TEU, avec quasiment pas d'attente. Donc il y a eu énormément de progrès de fait. Je parlais de Luanda en Angola. On pourrait aussi citer Pointe-Noire au Congo, comme l'a cité M. Petit, récemment inauguré le port de Kribi, inauguré au mois de mars, pardon, un port équipé de portiques, avec un tirant d'eau de 15 mètres pouvant accueillir les plus gros navires. Bien sûr aussi, comme évoqué, d'autres projets sont en cours, notamment au Ghana, à Abidjan ou Nigeria. Ces ports aujourd'hui arrivent à une productivité assez proche maintenant de celle qu'on peut voir dans les ports du Havre ou de Anvers par exemple. Alors tout n'est pas, on va dire, rose ni simple, tout n'est pas un long fleuve tranquille, mais je dirais que les grosses congestions sont derrière nous grâce à l'amélioration des ports. Elles sont plus aujourd'hui conjoncturelles que structurelles. On pourrait donner 3 raisons peut-être à ça. La première, c'est l'encombrement, on va dire, saisonnier de certains terminaux, notamment en Côte d'Ivoire par exemple, lors des campagnes d'export de cacao ou de cachou. Les ports sont saturés, ou en tout cas doivent gérer un afflux anormalement élevé de conteneurs, ce qui peut occasionner des congestions passagères. Les problèmes techniques, un portique dans un port qui tombe en panne, les pièces ne sont pas là pour le réparer, ça peut prendre quelques semaines. Ça condamne un quai, là aussi, on est parti pour quelques semaines de difficultés. Et enfin, on peut aussi rencontrer la mise en place de directives administratives un petit peu du jour au lendemain, qui retardent les opérations portuaires et qui là aussi peuvent générer des congestions. Mais encore une fois, ça reste aujourd'hui plus ponctuel et conjoncturel. La réponse malheureusement à ça, c'est que le service pour le client final se dégrade puisqu'on est obligé de prendre certaines mesures parfois un petit peu difficiles pour les réceptionnaires africains. Merci beaucoup, Monsieur Massoul. Alors, Monsieur Yann Alix, vous êtes délégué général de la Fondation C'est Facile, donc c'est un think tank, on va dire un club de réflexion prospectif et stratégique sur les activités portuaires et maritimes en Afrique. Est-ce que vous faites le même constat que Monsieur Petit et Monsieur Massoul, à savoir que des progrès significatifs ont été faits dans les ports africains et aujourd'hui ils sont grosso modo assez productifs? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, chers amis. J'en ai encore quelques-uns dans la salle. Donc la Fondation C'est Facile, effectivement, c'est un laboratoire d'idées afin d'essayer de penser l'avenir maritime, portuaire, logistique, avec un fort tropisme africain, puisque cette fondation a vocation à être francophile, pas simplement francophone, mais francophile. Donc effectivement, je m'inscris complètement. Alors j'ai mis quelques mots-clés qui vont jalonner mon intervention. Chose importante, je m'inscris complètement dans les propos qui ont été tenus. La révolution portuaire, elle est faite. Elle est assumée depuis les programmes de libéralisation et de PPP qui ont été mis en place par la Banque mondiale et le FMI en 2004. On a
estimé peu ou prou entre 20 et 25 milliards d'investissements qui ont été réalisés sur les interfaces portuaires au sud du Sahara, donc en moins de 15 ans, c'est considérable. Bolloré a été une des parties prenantes importantes, notamment dans les milieux francophones. Simplement pour vous donner d'autres illustrations de ce que disait M. Massoul de NileDutch, on a multiplié par 3 la capacité déployée théorique conteneurisée sur l'Afrique en 15 ans, entre 2005 et en 10 ans, entre 2005 et 2015. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 3 fois plus de connectivité maritime vis-à-vis du marché africain. Je parle toujours du subsaharien aujourd'hui, hein. On a ségrégué un petit peu le nord et le sud aujourd'hui. Donc finalement, la problématique qui nous concerne aujourd'hui, c'est les déséconomies, c'est les surcoûts qui sont terrestres. Le maillon faible de la chaîne logistique africaine, de la chaîne de valeur africaine, il est éminemment terrestre. Il est éminemment terrestre pour plusieurs raisons. Et c'est pour ça que je vous ai mis plusieurs mots-clés. Le premier, et c'est, s'il vous plaît, pour le slide suivant, moi j'ai pas de beeper. Remarquez bien que c'est le jeu de slide d'il y a 2 ans. Donc c'est pas que j'ai pas fait mon travail, c'est simplement qu'il reste toujours peu ou prou 20% des routes africaines qui sont pavées. Ça veut dire que 80% ne le sont pas. Il reste toujours une flotte de camions qui est en très mauvais état, malgré des investissements comme ceux que Bolloré fait, que Total fait, comme on l'a vu à Conakry. Il reste que le matériel roulant est extrêmement vieux et donc impacte les performances routières sur des routes dégradées, que les 300 millions de tonnes annoncées dans les ports africains en 2030 vont devoir être écoulées en pré- et post-acheminement, et donc que finalement, parce que le maillon faible d'une chaîne peut impacter la performance de toute la chaîne, on a un problème terrestre chronique qui exigerait, alors ces chiffres-là sont à prendre vraiment avec des pincettes, 100 milliards, on a parlé de plan Marshall infrastructurel africain, 100 milliards d'investissements pour remettre à niveau des sillons ferroviaires efficaces sur des connectivités qui permettraient d'aller drainer des trafics et surtout de mailler un territoire terrestre qui permettrait aux importateurs et exportateurs de ne pas être impactés par les surcoûts de transport les plus importants de la planète quand on se situe dans les pays enclavés africains. Donc ça, c'est un constat. C'est un constat que je pense qu'on peut tous à peu près partager selon les sources que l'on a. La révolution maritime, elle est faite, la révolution portuaire, elle est faite. Mais si vous continuez de perdre des semaines entières, c'est un peu la transposition de ce que disait M. Massoul. Avant, vous aviez 30 jours pour rentrer au port de Douala, excusez-moi, c'est peut-être un lapsus révélateur ça, excusez mes amis camerounais, en Angola. Vous avez exactement la même problématique aujourd'hui pour faire, entre guillemets, descendre les marchandises burkinabèses sur les têtes de pont maritimes que sont Abidjan, que sont Lomé, que sont Cotonou. Donc on a une problématique terrestre forte. Si je peux me permettre la deuxième slide, s'il vous plaît. Ah pardon, ça y est, j'ai le truc. C'est bon, c'est bon. Alors je reviens. Excusez-moi. Ah oui, en fait, j'avais tout sauté, donc j'avais tout réduit, en fait. Je vais aller directement à celle-ci, finalement. Moi, j'ai rien à vendre, si ce n'est des idées, donc je vais me permettre peut-être de dire des choses qui vont pas satisfaire tout le monde, mais je pense que la problématique terrestre aujourd'hui, elle est éminemment stratégique et politique. Et vous avez dans le PPP, dans le partenariat public-privé, vous avez des responsabilités publiques et régaliennes et des responsabilités d'investisseurs et d'opérateurs privés. Mon sentiment pour améliorer la performance terrestre, c'est qu'il faille nécessairement que les élites politiques africaines, de quelques pays que ce soit, aient le courage d'engager des réformes qui permettent d'utiliser ne serait-ce qu'une main-d'œuvre éduquée. J'ai des gens ici qui travaillent avec la Fondation et qui ont des doctorats, mais qui aussi forment des petits en bac +2, qui seront les transitaires de demain. Et cette base éducationnelle est essentielle pour changer quoi? Pour changer les modes de rémunération. Aujourd'hui, la problématique terrestre, elle est que quelqu'un qui travaille de manière légale et propre n'est pas rémunéré à la hauteur de la qualité du service qu'il va livrer. Et donc, cette rémunération, elle génère une économie informelle qui limite la capacité d'un État à pouvoir mettre en place des systèmes classiques d'imposition qui permettent de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et qui permettent de penser à des infrastructures structurantes.
Ça, c'est le côté public. Et vous ne pouvez pas le décorréler, des plans d'investissement et des visions stratégiques que des gens comme Bolloré et leurs concurrents pensent sur la Terre. Monsieur Petit a parlé de la décongestion métropolitaine. C'est un enjeu majeur de société aujourd'hui, de pollution, d'accidentologie, mais évidemment de performance logistique. Donc tout ça, ça se planifie dans un temps long. Le temps long de l'opérateur privé, c'est une concession. Donc ce que l'on a réussi à faire sur la mer et surtout sur l'interface portuaire doit se libéraliser, et ce n'est pas un discours libéral que je tiens, on doit donner l'opportunité aux investisseurs privés d'accompagner la vision publique pour planifier des routes, planifier des ports secs, mailler le territoire afin que finalement on puisse passer ce cap vicieux de l'informel. 2 éléments, et je termine. Oui, merci. 2 éléments, parce que tout ça c'est du beau discours, c'est vertueux. Comment on fait ça? La première des choses, c'est la numérisation, c'est la digitalisation. Moi, je travaille également pour une société qui s'appelle Sojet, qui met en place des guichets uniques dans les interfaces portuaires. Je pense que les gens ici présents sont satisfaits du fait que l'on va dématérialiser la procédure administrative. Donc, on va lui enlever toutes les scories qui permettraient de ne pas rester dans le formel. La numérisation, il faut qu'elle s'étende sur le corridor. Il faut qu'elle aille jusqu'au consommateur final ou jusqu'à l'exportateur primaire. Cette fameuse révolution, c'est de transposer les modèles de PPP sur des modèles innovants qui ne soient pas simplement corrélés aux investisseurs chinois qui vont construire une route ou aux investisseurs privés qui vont construire une voie ferroviaire pour aller jusqu'à une mine. Donc sortir de l'informel économique pour augmenter les performances logistiques. Dans le domaine du bois, on dit qu'il faut donner de la valeur à la forêt, donnons de la valeur à la logistique. Merci, merci Monsieur Alix. Nous allons maintenant voir si Madame Tatiana Seguin, donc responsable logistique Afrique de Canal+ International, dresse le même constat sur ses activités. Donc après nous avoir présenté succinctement Canal+ en Afrique, est-ce que vous avez la même analyse que Monsieur Alix? Bonjour. Oui, alors effectivement, donc je vais déjà vous présenter très rapidement Canal+ International. Si je peux avoir la carte. Voilà. Donc Canal+ International est présent un peu partout dans le monde, comme vous pouvez le voir sur la carte que vous avez à l'écran. Donc bien évidemment en Outre-mer, tout ce qui est Caraïbes, Pacifique, mais également depuis peu Haïti, les Comores. Voilà, on essaye de s'implanter sur ces petites îles. Nous sommes présents également au Vietnam et ce qui n'apparaît pas sur la carte depuis peu en Birmanie. Nous sommes également présents en Pologne et en Afrique. Donc, voilà. Donc en Afrique, nous sommes présents dans une trentaine de pays avec un peu plus de 3 millions d'abonnés. À date, nous avons une douzaine de filiales donc, que vous pouvez voir sur la carte en bleu foncé. Et nous travaillons avec d'autres pays avec des partenaires privés. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, nous avons une grosse partie des pays que nous livrons qui sont dans les terres et qui n'ont donc pas de port mouillé. Donc qu'est-ce que nous livrons, nous, Canal+ Afrique, dans ces pays d'Afrique? Nous livrons des décodeurs numériques, nous livrons des paraboles qui sont pour la plupart fabriqués en Chine et donc nous faisons du direct Chine-Afrique. Donc sur la partie transport maritime, Chine-Afrique, on n'a pas de problématique particulière comme ça a été expliqué précédemment. Maintenant on a voilà, les ports, pas de problème. Quand on arrive dans certains ports qui sont un peu congestionnés en ce moment, on a la chance d'avoir un port comme Kribi, entre autres au Cameroun, qui vient d'ouvrir. Et donc du coup, on essaye de trouver des routes détournées pour pouvoir atteindre nos pays plus facilement. Et là, quand on arrive dans ces pays, on a, nous, toute une partie stockage du matériel. Donc pour la partie stockage, donc là, l'offre s'est bien développée depuis un certain nombre d'années.
où on trouve des entrepôts qui sont plus sécurisés, qui sont en meilleur état. On a également 2 entrepôts sous douane qui sont à Dakar et qui sont à Douala. Et donc, comme le disait Monsieur Alix, la problématique derrière, c'est de pouvoir distribuer ces produits à l'intérieur des pays et d'aller tout simplement dans nos pays qui sont en hinterland, du type Mali, Burkina, et ce ne sont pas les pires parce que quand il faut aller en Centrafrique ou au Tchad, l'affaire se complique. Si vous prenez un pays comme la RDC qui est 5 fois comme la France, on a 3 ou 4 ports d'entrée pour pouvoir livrer l'intégralité du territoire, parce qu'en réalité, si vous voulez aller de Kinshasa à Lubumbashi, qui sont les 2 villes principales, vous n'avez pas de route du tout. C'est-à-dire que c'est même pas prendre 3 semaines, 1 mois ou 1 mois et demi pour le faire, c'est que ça ne se fait pas du tout. Donc la solution que l'on a, c'est de passer par l'est du continent pour pouvoir rentrer sur l'est de la RDC. Voilà pour le focus sur nos problématiques à nous, Canal+ Afrique. D'accord. Au niveau portuaire, ça se passe bien? Alors au niveau portuaire, comme on l'a déjà dit, il y a... dans 90% des cas, ça se passe bien. Et puis, quand on a campagne, cacao, café, coton dans un certain nombre de ports, forcément, la situation se dégrade. Et là, on a de la congestion portuaire qui peut nous générer des retards de livraison assez importants. D'accord, mais ça, c'est vraiment conjoncturel, c'est-à-dire c'est lié vraiment aux campagnes. C'est conjoncturel. C'est-à-dire que nous, sur le transit à l'arrivée, sur le transit principal, le transport principal, on n'a aucune problématique vraiment importante. D'accord. Merci beaucoup, Madame Seguin. Alors, on va passer la parole à Monsieur Yann Couffon. Vous êtes PDG du groupe Solevo, producteur et distributeur donc d'intrants, d'engrais, de produits phytosanitaires pour l'agriculture et l'industrie agrochimique ou chimique. Donc, après une courte présentation également de votre entreprise, est-ce que vous avez le même constat que nos autres participants? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Solevo, c'est le fruit du rachat de l'activité engrais, intrants agricoles, enfin distribution d'engrais, d'intrants agricoles et de produits chimiques pour l'industrie, vendu par le groupe Louis Dreyfus au fonds d'investissement Helios. Donc le rachat est très récent puisque nous avons conclu le deal il y a 3 mois. Et donc voilà, donc on est en pleine, on va dire restructuration, réorganisation, puisque nous sortons d'un grand groupe pour devenir indépendants de nouveau. Alors notre métier à nous, c'est donc la distribution. Nous sommes présents dans 7 pays d'Afrique. Je crois qu'il y a la carte qui est juste là, j'ai pas la zapette. Alors voilà, la carte donc, de notre présence actuelle. Alors, qui ne reprend pas tous les pays dans lesquels nous sommes présents, parce qu'il y en a des pays dans lesquels on travaille à travers des distributeurs. Mais voilà notre couverture actuelle. L'objectif étant bien sûr de grandir, de croître à la suite de ce rachat. Nous distribuons principalement des engrais, des produits phytosanitaires, des semences agricoles. Ça, c'est pour la partie agricole. Et pour la partie chimie industrielle, tous les produits chimiques destinés à l'industrie. Nous sommes l'un des leaders dans notre marché, avec en gros 400 000 tonnes d'engrais. Je ne sais pas où est le... Ça ne marche pas? Alors, on a perdu le... Ah oui, on a perdu la zapette. Voilà, on a en gros 400 000 tonnes d'engrais. Hop. Alors ça, c'est ce que nous faisons. Je reviendrai dessus après. Voilà nos produits. Donc voilà, vous voyez, on fait du vrac d'engrais, aussi bien que des boîtes et des cartons de produits phytosanitaires, des fûts, etc. Donc nos problématiques logistiques sont diverses et variées. Et le tout évidemment avec la saisonnalité agricole que l'on doit suivre, qui implique des pics de production et des pics de stockage qui sont difficiles parfois à gérer.
Donc en termes d'expertise logistique, pardon, puisque c'est le sujet du jour, nous faisons donc tout ce qui est achat, FOB et coût et fret, principalement en Chine, en Europe, un peu partout. Nous importons en Afrique, nous stockons dans nos propres magasins. Comme je disais, on investit dans nos propres magasins. La raison étant la difficulté de trouver des magasins portuaires de qualité dans la majorité des ports africains en raison de l'engorgement des ports. Nous avons aussi des problématiques, encore une fois, de pics saisonniers qui correspondent souvent aux saisons agricoles, cacao, coton, donc les magasins sont pleins, c'est compliqué d'en avoir. Et en plus, nous avons des contraintes évidemment de stockage de produits qui ont des contaminations diverses et des dangerosités diverses. Voilà, donc là, la particularité de votre métier, c'est quand même des produits assez toxiques et contaminants en fait. Exactement. Alors il y a des produits aussi non toxiques et non contaminants, mais c'est vrai qu'il faut savoir assurer une ségrégation. En tout cas qui n'implique pas de risque pour l'environnement. Ensuite, donc en fait, ensuite, on fait aussi de la transformation industrielle. On transforme des engrais qu'on en sache et qu'on mélange. Et on fait du relevage et de la distribution. Et on fait de la distribution dans les proches banlieues. Et on a des dépôts un peu satellisés dans les pays. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors après, dans la chaîne logistique, on sous-traite à des boîtes comme Bolloré, des transitaires et autres. On sous-traite bien sûr le transit export Chine ou autre et import Afrique, le fret, comme je disais, donc 8000 conteneurs à peu près, 400 000 tonnes de vrac et 150 000 tonnes d'engrais liquides, de produits liquides. On fait de la consignation, de la manutention, du transit, parfois du stockage quand c'est possible, et du transport interland vers les pays intérieurs. Alors voilà, pour arriver à nos difficultés principales, sur les sujets logistiques, bien sûr, on a un problème de transit time entre les transit time entre la Chine et l'Afrique, où certains pays un peu difficiles d'Afrique sont compliqués. Donc il faut qu'on prévoie nos plannings d'achat très longtemps à l'avance et donc le financement qui va avec. Congestion portuaire, cadence, dégradation progressive des installations portuaires en Afrique, principalement sur le vrac, sur le conteneur, on voit beaucoup d'investissements. Sur le vrac, c'est plus compliqué. Et puis, évidemment, on a aussi un manque de coordination des différentes cultures africaines. Donc, au moment de l'export coton, ce serait bien quand même d'avoir les intrants agricoles qui arrivent en même temps. On a du mal à gérer ce genre de flux. Et puis, la gestion de la sécurité des sites en général, qui reste un petit souci quand même en Afrique. Après, j'allais rebondir sur les problèmes d'administration, qui sont là où on attend les gouvernements africains, je dirais, et leur participation, qui sont donc tout ce qui est lenteur douanière, gestion inégale des droits de douane. Bon, on connaît le sujet. Manque d'informations sur les flux, sur les volumes importés, etc., d'informations fiables. Et on manque de disponibilité de solutions administratives simples, notamment pour desservir les pays enclavés. Évidemment, on connaît les entrepôts sous douane et autres, mais c'est que ça reste compliqué, c'est pas très simple. Il faudrait pouvoir simplifier la possibilité de mettre des hubs à Abidjan pour servir le Burkina, à Dakar pour servir le Mali. Enfin, c'est encore assez faible de ce côté-là. Et juste pour terminer et pour rebondir sur l'histoire des ressources, alors nous, on a beaucoup de mal à trouver des jeunes ingénieurs agronomes pour accompagner nos produits. Dans tout ce qui est logistique, etc., on arrive plus ou moins à trouver de la main-d'œuvre, mais sinon, c'est quand même assez compliqué. Donc, on aimerait un effort de la part des gouvernements dans l'éducation, effectivement, pour pouvoir former des cadres. On trouve des cadres, on trouve des cadres bien. On va en reparler, je crois. Je crois que c'est très important. Oui, en effet. Je vous remercie. Merci Monsieur Couffon. Alors, on va peut-être donner la parole au public. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce que nous venons d'évoquer ? Pas tous à la fois. Monsieur. Bonjour à vous, et j'ai deux préoccupations. Je suis professeur d'université et je travaille avec la Fondation C'est Facile, sous le contrôle de Yann Alix. Ma première question, c'est adressée aux représentants de Bolloré. Aujourd'hui, les mutations africaines font que de plus en plus, on tend vers un panafricanisme qui voudrait qu'il y ait beaucoup plus de jeunes Africains qui travaillent avec le groupe Bolloré. L'avenir de l'Afrique, quoi qu'on le dise, dépendra toujours des actions du groupe Bolloré. Dans ce sens-là, en tant que spécialiste des transports et de la logistique, je remarque
qu'en fait, il y a beaucoup d'investissements qui se font, mais au niveau de la formation, il n'y a pas beaucoup plus de formation spécifique. Je donne un exemple. Dans la plupart des pays africains, il n'y a pas d'école spécialisée en transport et logistique. Et même ceux qui viennent comme nous, qui avons la chance de faire la Chine, l'Europe et tout ça, et beaucoup restent ici, et même s'ils doivent repartir, il n'y a pas véritablement un canal qui permettrait de transformer toute cette connaissance-là aussi, le mettre au service de l'Afrique. Le débat ici, même s'il se fait au niveau de l'exploitation, je pense qu'il devrait se faire beaucoup plus en pensant au long terme. Et ce long terme-là, c'est beaucoup plus les unités de formation. Je pense que le groupe Bolloré, je ne sais pas la politique qu'il a adoptée, devrait y penser. C'est juste une proposition que je fais. Je reviens maintenant à monsieur de Nile Dutch. Nile Dutch, aujourd'hui, nous regardons beaucoup d'entreprises maritimes qui délocalisent carrément leurs arrière-pays, ou du moins leur arrière-pays sur le continent africain. Je prends ce qui se fait au Bénin actuellement avec PAI de Anvers qui vient. Et PAI, on sait que derrière, il y a MSC aussi qui indirectement travaille régulièrement avec PAI, avec le port d'Anvers. Nile Dutch, spécialisé sur le continent ouest africain. Quelle est votre approche dans cette problématique-là pour conserver votre présence à long terme et en même temps aussi au niveau des réformes qui se font dans les ports? Quel est le rôle que vous jouez, puisque vous avez parlé de tout ce qui est conjoncturel, des problèmes qui sont conjoncturels plus? Est-ce que vous êtes impliqué au niveau des réformes que font les autorités portuaires, ou vous êtes juste un acteur et un spectateur qui attend que ça se fait et vous vous adaptez? Merci. Merci monsieur. Alors, nous ne sommes pas qu'un spectateur qui attend que les réformes se fassent. Ce qui est certain, c'est que nous, dans chacun des pays que nous desservons, nous avons des représentants. Nous avons nos agents sur place qui sont membres actifs pour chacun d'entre eux aux différentes associations portuaires. Et dans ce cadre-là, nous sommes présents et actifs dans toutes les démarches, qu'elles soient administratives, douanières ou d'évolution des systèmes communautaires portuaires. Monsieur Petit, vous voulez réagir sur une ou deux questions de... Oui, tout à fait. On a parlé de ce sujet de formation et de recrutement. Forcément, pour nous, c'est une préoccupation. Je ne pense pas que Bolloré ait vocation à se substituer au gouvernement et aux écoles, mais effectivement, en tant qu'employeur sur un grand nombre de pays, c'est pour nous une priorité. Nous avons beaucoup de programmes de formation en interne sur les différents niveaux de management. Nous avons des écoles de formation en interne sur des métiers vraiment spécifiques au niveau de la gestion des portiques et du matériel portuaire à Abidjan. Mais à long terme, Bolloré n'a pas forcément la vocation se substituer au gouvernement. Par contre, ce que nous développons, c'est des partenariats avec les écoles. Beaucoup d'écoles, entre autres françaises, européennes, sont en train de se déployer, se développer pour monter des campus en Afrique. Et donc nous signons et nous développons des partenariats, que ce soit Kedge à Marseille, qui est en train de monter un campus au Sénégal, EM Montpellier aussi au Sénégal, ESSEC qui est en train d'arriver sur Abidjan. Donc il y a des moyens d'accompagner et travailler avec des écoles qui vont aller en Afrique. Une autre source aussi, bien sûr, pour nous est recruter beaucoup d'Africains, des étudiants africains en fin de formation en France essentiellement, et ensuite les réintégrer via des schémas de VIE dans le cadre des binationaux, ou sinon des stagiaires de longue durée qu'on va employer dans le cadre africain. Mais effectivement, à terme, on doit trouver et former des gens localement. Mais voilà, c'est un débat. Merci monsieur Petit. Je crois qu'il y a une question dans le public. Oui, bonjour, Pascal Olivier, le directeur du développement de Soged. Cette question pour Jérôme Petit, bonjour. On vient parler des enjeux en Afrique pour la logistique. Actuellement, on vit au niveau mondial une révolution importante qui est la révolution de l'e-commerce. Alibaba, Amazon, demain Jumia, ou déjà Jumia en Afrique de l'Ouest. On s'aperçoit que dans une présentation qui a eu lieu ce matin, qu'effectivement on commence à positionner des centres logistiques autour, à l'extrémité des villes. Alors vous voulez attaquer le sujet de la congestion portuaire dans les villes portuaires africaines, mais demain des Jumia, des Amazon, des Leclerc, des Carrefour en plateforme d'e-commerce dans un environnement des villes portuaires africaines. Là, quelle est la stratégie de Bolloré? Qu'est-ce que vous pensez du sujet dans les enjeux africains? Merci, monsieur Petit.
Vaste sujet, l'e-commerce en Afrique. Nous travaillons déjà avec certains de ces e-commerce players, à commencer par Jumia, mais à ce stade, nous nous concentrons essentiellement sur les flux internationaux, puisque des gens comme Jumia ont une double casquette, c'est-à-dire être une marketplace pour des sociétés locales, des fournisseurs locaux, mais de plus en plus s'ouvrir sur du sourcing international, essentiellement Chine, Europe, France, et aller sur... se connecter à des marketplaces internationales. Donc jusqu'à présent, nous nous concentrons sur le segment international, approvisionner ces produits sur le marché africain. Et dans ce cadre-là, une des grosses contraintes reste le schéma douanier, la non-dématérialisation au niveau des permis de douane qui multiplie donc les permis de douane. Un permis de douane pour 1 kilo, c'est la même chose qu'un permis de douane pour un conteneur. Et donc, on a des problèmes de documentation, de manque d'efficacité sur cet aspect-là, de limites sur les valeurs duty-free d'importation qui, à ce stade, pénalisent encore le développement de players comme Jumia. À ce stade, c'est notre focus. Le sujet suivant va être la distribution à l'échelle des pays, qui va rejoindre aussi le besoin de marques telles que Canal+ et d'autres boutiques. Franchement, à ce stade, nous ne sommes pas rentrés dans ce métier-là. De facto, et je l'ai vu en Asie, c'est un métier qui passe par une grosse phase de bricolage. Pour commencer, c'est des petits camions, des mobylettes, c'est vraiment, dans un premier temps, avant que ça se structure, c'est encore beaucoup de low-tech et très très drivé par le coût. Et à ce stade, nous n'avons pas la vocation d'investir et je ne pense pas que nous serions compétitifs par rapport à des solutions de la Smile sur des pays en fort développement comme le Nigeria ou même la Côte d'Ivoire. Merci Monsieur Petit. Alors à ce propos, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, à 11h30, parce que nous allons effectivement reparler des biens de consommation en Afrique, la chaîne logistique des biens de consommation, et de Jumia aussi, donc une marketplace internationale qui se développe très fortement en Afrique, au point de la surnommer l'Amazon de l'Afrique. Enfin, on verra ça demain, donc je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Alors, vous parliez de droits de douane, Monsieur Petit. Je crois que Madame Seguin, vous avez quelque chose à dire là-dessus, parce que, d'après ce que j'ai compris, les droits de douane sont très élevés pour vos produits à valeur ajoutée. Oui. On est pas mal assassiné sur les droits de douane. En Afrique de l'Ouest, on est sur du 20% de droits de douane, que ce soit sur les décodeurs ou sur les paraboles. Et en Afrique centrale, on est à 30% sur les décodeurs et 20% sur les paraboles. Donc du coup, comme notre modèle économique, c'est la vente du matériel à l'abonné, et du coup, ça nous génère des coûts supplémentaires et des coûts de revient élevés sur nos matériels que l'on vend encore une fois à nos abonnés. Donc c'est clair que la douane, c'est une manne financière pour les gouvernements qui est assez importante. Et dès qu'ils voient des matériels un petit peu technologiques, ils en profitent pour nous appliquer des droits de douane qui sont relativement élevés. Bon, merci. Donc je crois que d'ailleurs la douane est l'un des premiers postes de recettes des États africains. Enfin, peut-être Monsieur Petit, vous... Oui, non, juste pour ajouter et revenir sur le point de Monsieur Alix, tel que vous le mentionnez, le problème n'est peut-être pas tellement le niveau des droits et taxes, mais la question de l'assiette. Les droits et taxes sont hauts sur des produits à forte valeur ajoutée parce que c'est une source très forte effectivement de revenus pour le gouvernement et qui compense des non-revenus du marché informel et l'absence de collecte d'impôts sur un niveau peut-être plus faible mais sur une assiette beaucoup plus large. Ok, merci. D'autres réactions? Monsieur? On va vous apporter un micro. Oui, bonjour. Hans Théodore, responsable process à la direction douane de Chronopost. Justement, nous comprenons bien sûr qu'en parlant de logistique en Afrique, on soit bien plus orienté transport maritime. Étant moi-même chez un expressiste, je me pose la question de savoir ce qu'il en est de ces pièces à forte valeur ajoutée, des flux de médicaments ou autres qui sont plutôt transportés en avion.
Donc, quelle est la part du transport express pour alimenter, par exemple, une chaîne de prod chez Canal+. Voilà, merci. Merci. Alors, nous, on expédie quand même toutes nos cartes d'abonnement en transport aérien et en express. Voilà. Après, pour le reste, on fait très très peu d'aérien compte tenu... Alors, les paraboles, vous imaginez bien que c'est pas possible, hein, compte tenu de la taille... financièrement, ce serait d'abord, on ne les rentrerait pas dans les avions, ou en tout cas très peu, et financièrement, on s'en sortirait pas. Et sur les décodeurs numériques, on le fait vraiment quand on n'a pas d'autre choix, parce qu'on est proche d'une rupture de stock dans un pays. Mais voilà, on privilégie bien évidemment le maritime et l'express pour tout ce qui est petits produits, donc des télécommandes pour le SAV, des alimentations, et toutes nos cartes d'abonnement passent par l'aérien. Monsieur Alix, vous voulez réagir sur... Juste d'un mot, parce qu'on n'en a pas parlé. Malgré la taille du continent africain et les potentiels, on l'avait écrit il y a presque 10 ans. Moi, j'avais évoqué le terme de dentelle logistique. Pourquoi je disais la dentelle logistique? C'est que quand vous n'avez pas les volumétries, vous ne pouvez pas avoir les économies d'échelle. Donc, vous restez dans des problématiques où vous allez avoir des surcoûts que je vais qualifier de chronique, parce que finalement vous êtes quasiment sur du sur-mesure malgré certaines concentrations de flux saisonniers, café, cacao, coton, etc. Donc sur l'aérien, c'est exactement la même problématique. La mise à disposition de soutes aériennes pour du fret reste relativement rare, très irrégulière, centrée sur quelques hubs. Et donc, ce qui est rare étant cher, ça ne concerne que des très hautes valeurs ajoutées et vous n'avez pas de discernement en termes douaniers. Et là, je pense que j'en connais beaucoup moins que vous. C'est-à-dire que, grosso modo, vous payez un coût qui est faramineux par rapport à la qualité du service que vous pouvez recevoir, que vous soyez dans le maritime ou l'aérien. Donc, tant qu'il n'y aura pas une certaine forme de densification, de massification des flux, vous serez toujours dans des processus, j'aime bien le terme, de dentelle logistique, de sur-mesure logistique, et ça a toujours un coût. Hein. Donc, et ça a toujours même, je dirais même, un surcoût quelque part, parce que ce que l'on reproche aujourd'hui aux douanes africaines en règle générale, c'est qu'on n'a pas le service en face de ce que l'on paye. Quand on est à 30% de taxes, on pourrait estimer qu'on devrait avoir les meilleures douanes du monde finalement, qu'on devrait avoir un document totalement dématérialisé qui permette de faire un one-stop shop où vous n'avez pas à faire tout le processus de la tracasserie administrative, vous avez même des observatoires des tracasseries administratives et des pratiques anormales en Afrique de l'Ouest, ça porte son nom. C'est que c'est anormal d'avoir encore une liasse documentaire non dématérialisée qui peut évoluer dans le temps et dans l'espace au fonction de si on passe une frontière terrestre entre la RDC et l'Angola, on ne va pas avoir les mêmes processus qu'entre la RDC et un autre pays enclavé des Grands Lacs. Donc tout ça, on revient encore sur du particulier alors qu'on devrait quand même commencer à parler de globalisé. Si je puis me permettre, justement sur cette partie, pour compléter cette partie douane, outre la partie documentaire qui effectivement est d'une lourdeur administrative folle, les douaniers de certains pays voilà, ils nous trouvent plein de petites choses pour nous polluer la vie, si je puis dire, régulièrement. C'est-à-dire que dans certains pays, vous ne pouvez décharger votre conteneur que quand il est passé au scanner. Et puis dans un autre pays, ça va être que vous ne déchargez qu'avec un douanier à côté de vous. Voilà, donc en fait, c'est qu'ils sont... un conteneur sur lequel, enfin voilà, nous des conteneurs de terminaux numériques, il y a certains pays, c'est 2, 3, 5 par mois, ils les connaissent, ils les voient passer régulièrement, ça devrait être simple et rapide. Et ils nous trouvent toujours des petites choses pour qu'on mette 15 jours, 3 semaines à dédouaner un conteneur simple. Ok, merci. Monsieur, je crois que vous avez une question. Bonjour, Mélodie Mhboubi, je suis directeur supply chain d'une structure de distribution au Maroc. On distribue des marques Coca-Cola, Unilever et autres. Et en fait, j'ai vu autour de la table des acteurs privés qui nous parlent un petit peu du constat de leur situation de développement, notamment en Afrique, et des freins qu'ils rencontrent. Or, on parle des sujets de la supply chain, et la supply chain, c'est tout de suite, surtout en question de développement, on arrive sur des situations d'infrastructure, de réglementation. J'aurais aimé avoir parmi les intervenants quelqu'un du local pour nous parler peut-être de la volonté et des actions qui sont entreprises par les gouvernements, par les acteurs publics
dans ce sens-là. Mais je vais peut-être adresser la question peut-être à M. Petit. Je sais que le groupe Bolloré est assez présent en Afrique depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a une réelle volonté de développer le secteur et est-ce qu'on sent une accélération ou est-ce qu'on est encore plutôt dans des freins, dans des blocages qui restent déterminants pour l'évolution du secteur? Voilà, merci. Je suis désolé, c'est pas censé être un événement Bolloré, donc après j'aimerais passer la parole à mes collègues et voisins. Sur cet aspect de distribution, grande distribution, effectivement, on voit des marchés qui s'ouvrent, mais en même temps d'autres qui se ferment. C'est très erratique et très... ça varie énormément en fonction des marchés. Il y a le succès de CFAO qui arrive avec Carrefour Retails sur la partie Afrique de l'Ouest. On voit aussi un Casino qui arrive en grande distribution en demi-gros sur le Cameroun. Donc on voit les Sud-Africains qui sont en train de remonter, les ShopRite, les Mr Price. Donc on voit effectivement les marques de distribution, les grandes distributions qui commencent à arriver. Bien sûr Carrefour aussi avec Majid Al Futtaim sur le Kenya, un peu partout en Afrique. On voit aussi des marques qui viennent s'installer directement et supplanter ou remplacer leurs distributeurs. Mais il y a quand même une logique économique sur 2016-2017 qui a été dure. Et on voit des très grandes sociétés comme Nestlé qui sont en train de sortir de marché complètement. Nestlé est sorti du Tchad, Nestlé est sorti de la DRC, Kinshasa, pour repasser par des modèles de distributeurs. Économie de marché, taille du marché, complexité administrative, coût de traitement et de production. Donc je pense qu'il y a une tendance de fond de voir les marques et les distributeurs vouloir venir en direct. Parce que pour beaucoup d'entre elles, ça reste le continent où ils ont encore de la marge de manœuvre. Hein. Ils ont déjà bien écumé l'Europe, les Amériques, l'Asie. Donc il leur reste le marché africain. Mais pays par pays, c'est compliqué. Et c'est des modèles qui prennent du temps à se mettre en place, même s'ils sont a priori très attractifs et très innovants, hein, quand on voit ce qui se fait avec CFAO en Côte d'Ivoire, mais qui ont la difficulté à se lancer, à se dupliquer. Merci Monsieur Petit. Ne dévoilez pas tout, on a une conférence demain à la même heure. Monsieur Alix, vous voulez réagir? Moi, je ne serai pas là demain, donc j'en profite, hein, je prends le micro. Monsieur, vous aviez évoqué, et en tant que Marocain, c'est important, que font les États finalement? Les États, la première des choses, c'est peut-être qu'une posture, mais ils ratifient les accords de facilitation du commerce de l'OMC. Donc, ils passent un signal qui est « je vais ouvrir mes frontières ». Donc, c'est peut-être qu'une idéologie politique que de signer un accord. Encore faut-il que ça se transforme. Monsieur Petit en a parlé, je pense que mon collègue à droite sera d'accord avec moi. Le marché africain, c'est un des marchés les plus importants en termes de potentiel, mais il est encore fermé. Il est fermé à l'extérieur, mais il est surtout fermé de l'intérieur. Donc libérer le marché intra-africain, que passer une frontière terrestre entre deux pays soit pas encore plus compliqué que d'envoyer une marchandise dans l'intérieur de la Chine. Ça sera la deuxième révolution que les États doivent considérer, parce que signer un accord, c'est relativement simple. Changer la dynamique, changer la mentalité, changer la pratique au poste frontière, très éloigné d'une capitale comme Kinshasa, j'ai quelqu'un qui est spécialiste des douanes devant moi qui peut vous en parler, c'est autre chose. Et d'un dernier mot, je dirais, il y a 10 ans, c'est quelque chose dont on peut parler parce qu'on a été partie prenante. Il y a 10 ans, au Havre, a été créé un master douane et logistique. C'était un signal fort à destination des pays africains francophones d'envoyer leurs cadres douaniers pour qu'ils transforment la mentalité d'un collecteur de taxes en un facilitateur logistique. C'était il y a 10 ans et ça n'existe plus. Je pense que là, on est revenu en arrière. Parce que si le patron des douanes passe les bons messages, alors on peut espérer autant que faire se peut. Encore faut-il que le douanier soit rémunéré à la hauteur de sa transformation en termes de mentalité et de pratique. Vaste sujet, je laisse 3 petits points. Mais sans ça, le public n'y arrivera pas. Ou tout du moins, ça prendra beaucoup de temps, alors que vous avez réussi très rapidement. Merci, Monsieur Alix. Monsieur, vous voulez réagir? Oui, bonjour. Je suis Monsieur Jalal, freight forwarder à Casablanca, au Maroc. Je voudrais un petit peu préciser que pour l'ouverture des frontières, et j'ai entendu aussi un montant des droits de douane, je pense que pour le Maroc, en tout cas,
avec tous les accords de libre-échange que nous avons signés, nous sommes dans des droits des taxes presque inexistantes au Maroc. Vous avez parlé d'ouverture d'esprit des douaniers. Je pense que notre douane est parmi les premières en Afrique. On est en chemin de dématérialisation et très avancé. On sera bientôt dans zéro papier. Je pense que le petit problème que vous avez soulevé, c'est à l'intérieur de l'Afrique, c'est entre les États, les frontières, là où il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais pour les frontières marocaines, je pense qu'il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Merci. Monsieur, est-ce qu'on peut apporter un micro à ce monsieur? Oui, bonjour, Alexis Genel, Proxima Partners. Nous sommes un cabinet de conseil en supply chain et notamment sur la refonte des réseaux logistiques à l'international. Une remarque et une question. Alors je pense qu'effectivement, il ne faut pas mettre sur le même plan ce qui se passe au Maroc. On a des accords de coopération et d'échange avec les douanes et ce qui peut se passer par exemple en RDC. Il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques. Premier point. Deuxième point, quand on parle droit de douane, l'erreur qu'on peut faire souvent, mais peut-être ne l'avez-vous pas faite chez Canal+, c'est de faire des constats a posteriori, de dire ah bah j'ai sourcé mes paraboles, mes décodeurs en Chine parce que c'était 15% moins cher ou 20% moins cher que de les faire ailleurs, mais à l'arrivée je payais 30% de droits de douane en plus. Donc dans un schéma logistique international, il faut penser au poste droit de douane et taxes en amont et pas en aval, parce qu'effectivement c'est très compliqué à refaire après, une fois qu'on a un schéma préétabli par des acheteurs qui ne sont pas des douaniers. D'accord. Madame Seguin, vous voulez réagir rapidement, s'il vous plaît? Je suis complètement d'accord avec vous, mais là on pose un autre problème, c'est la capacité, ne serait-ce qu'en capacité industrielle, à produire les volumes qu'on achète tous les ans. Alors, les paraboles, potentiellement, peut-être, oui, qu'on peut monter des usines de fabrication de paraboles en Afrique, mais où que si je les fais venir d'Afrique du Sud, elles vont me coûter en droits de douane le même prix quand elles vont arriver au Sénégal, voilà. Et quant à la production de terminaux numériques, bon, voilà, no comment, mais bien évidemment, c'est des aspects qu'on regarde. Merci. Alors, on va quand même laisser un petit peu la douane de côté. Moi, j'aurais souhaité savoir aussi, alors, peut-être M. Couffon qui n'a pas trop parlé, ou encore M. Petit, hein, si, voilà, est-ce qu'au niveau entrepôt, est-ce qu'on trouve des entrepôts qui sont aux standards européens? Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire là-dessus? Est-ce qu'on a des process WMS, par exemple, qui sont plus ou moins courants en Afrique? Voilà. Quel est le constat sur l'infrastructure, l'organisation logistique, mais d'entreposage? Bon, alors je vais répondre un peu comme d'habitude avec l'Afrique, ça dépend. Ça dépend où, ça dépend quel port. Même dans un pays, on peut avoir un port extrêmement congestionné en termes de surface autour du port, et d'autres pays même d'autres villes du même pays où alors là il y a toute la place qu'il faut, mais il n'y a pas les infrastructures. Bon, donc c'est vraiment un ensemble de paramètres, mais globalement on trouve des entrepôts, on peut en trouver, alors qui sont extrêmement délabrés. Donc quand vous louez l'entrepôt, il faut le louer suffisamment longtemps pour le refaire complètement et puis le mettre à vos propres standards. Sinon, vous avez évidemment toujours la possibilité d'acheter un entrepôt, ça existe aussi, ou d'avoir un bail amphithéotique dessus. Mais globalement, encore une fois, ça dépend des pays. Si vous allez à Lobito, il y a plein de places. Vous allez à Abidjan, c'est juste pas possible, il faut aller à 30 km de la ville. Là, vous aurez de la place, en effet. Donc non, il y a un vrai souci. Et nous, on a quand même, encore une fois, des normes extrêmement importantes, des standards à respecter pour la sécurité de nos installations et des employés. Donc non, on a du mal à trouver, oui. Donc on est obligé de le faire nous-mêmes. Et évidemment, après, ça dépend. Toutes les infrastructures portuaires sont en très mauvais état aussi, souvent.
parce qu'il n'y a pas d'investissement par les ports. Pourtant, les frais de port sont extrêmement onéreux en Afrique, on le sait, hein, c'est un peu comme la douane. Mais il n'y a pas d'investissement de fait, donc c'est le cas à Abidjan. Donc si vous n'avez pas d'initiative privée, si Bolloré ne prend pas un entrepôt dans le port d'Abidjan et le refait complètement, il n'y en a pas. Donc en gros, il faut le faire soi-même. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est que chacun fait un peu sa petite popote dans son coin. Et voilà, et ça dépend des endroits. Je ne sais pas si Jérôme veut... Jérôme Petit. En fait, on commence historiquement, je pense que, y compris Bolloré, a été avantagé et pénalisé par sa masse immobilière et sa présence immobilière. Nous avons des centaines de milliers de mètres carrés d'entrepôts hérités du passé, puisque nous sommes dans certains pays depuis plus de 50 ans. Et donc, ce sont historiquement des entrepôts qui étaient le plus près des ports, souvent des entrepôts dans les enceintes portuaires et qui étaient tournés vers les commodities, à l'export, le cacao, le coton, ou alors des entrants vraiment en bulk. Et ces mêmes entrepôts ont, dans un premier temps, été transformés pour traiter des biens de consommation à l'import. Clairement, on voit la limite du système. Faire de la grande distribution dans des entrepôts portuaires qui ont 50 ans, on n'y arrive plus. Donc, côté Bolloré, on est parti sur ce programme d'investissement. D'un côté, des entrepôts logistiques aux standards internationaux pour traiter des biens de consommation à l'importation. À nouveau, il faut séparer les Afriques. Le Maroc, l'Afrique du Sud, les deux extrêmes géographiques ont déjà des très beaux outils disponibles. Donc là, ce n'est que de l'exploitation. Sur le reste du continent africain, entre les deux, c'est des investissements. Donc le prochain investissement que nous allons lancer est à Abidjan, à nouveau sur Aérocité, avec 20 000 m² à côté de l'aéroport en tri-température. Donc pour nous, nous sommes vraiment dans cette approche de dire on va avoir de la logistique au niveau biens de consommation pour des produits pharma, high-tech, télécom, biens de consommation, standard européen. Il n'y a aucune raison de ne pas être à ce niveau-là. C'est ce qu'attendent les clients, c'est ce qu'attendent nos clients télécom, pharma. On ne peut pas traiter de la pharma en Afrique d'une manière différente que ce qui se fait en Europe ou en Asie. Et ensuite, il y a une logique plus particulière, soit sur les entrants, soit sur les commodities à l'export, où là, on tombe dans une logique de productivité, low-tech, mais plus de productivité, et arrêter d'essayer de faire les deux métiers avec les mêmes bases d'assets. Merci. Un mot, Madame Seguin, sur les entrepôts ? Je peux. Alors, nous, notre problématique, elle n'est pas du tout la même que celle de Monsieur Couffon, hein, c'est-à-dire qu'on a des biens de consommation courante, donc on n'a pas besoin d'avoir des normes de sécurité extrêmes, etc. Alors, cependant, donc c'est vrai que l'offre est quelque peu désolante parfois, loin des standards européens souvent, mais cependant, depuis quelques années, on s'aperçoit qu'on trouve de plus en plus des entrepôts qui sont en bon état, bien structurés, faciles d'accès. Voilà, on voit une évolution en fait. Voilà, mon message c'est ça, c'est qu'on voit une évolution. On n'est pas encore au top partout, mais de plus en plus on tombe sur des entrepôts qui sont voilà, plus orientés normes européennes, avec des portes qui ferment bien, avec voilà, des choses toutes simples, hein, un sol pas défoncé, pas de poteaux au milieu, parce que ça j'en ai vu beaucoup, c'est un peu la spécialité, je ne sais pas pourquoi, il y a des poteaux au milieu des entrepôts. Donc pour manutentionner des palettes, c'est un peu moins simple avec des poteaux au milieu. Voilà, donc on progresse et on trouve des structures qui sont de mieux en mieux. D'accord, merci. Une question, une réaction ? Ah oui, monsieur là-bas. Bonjour, je me nomme Souley Aïndé, je suis étudiant à l'université de Versailles. J'aimerais soulever quelques petits problèmes que j'ai constatés. Dans vos interventions tout à l'heure, vous avez plus basé l'accent sur le problème concernant le réseau routier en Afrique qui peine à être amorti. Et en tant que grand intervenant en Afrique, surtout Bolloré Logistique, quelles solutions pouvez-vous préconiser par rapport à cela pour améliorer le système logistique africain
dans le domaine du réseau routier. Merci. Monsieur Petit. Je pense, ce que disait aussi M. Alix, c'est une combinaison de différentes choses. Après, le programme des PPP sur la partie portuaire et maintenant aéroportuaire a été, je pense, globalement sur l'Afrique de l'Ouest un grand succès. La prochaine étape, ça sera la mise en place de PPP, de concessions sur des autoroutes à péage, clairement. C'est ce qui est en train d'arriver en Afrique du Nord, dans la zone Sénégal, hein, avec des premières autoroutes à péage. Dans le cas de notre concession portuaire, et donc ce nouveau projet de port que nous construisons à Tema, nous mettons 800 millions d'euros d'investissement sur la partie portuaire et il y a 2 fois une voie pour sortir du port et pour rejoindre Accra. Donc, dans le cadre de ce projet-là, un des investissements demandés, recommandés, soutenus est de faire une vraie 4x4 pour sortir du port et accéder. Et donc, sur la mise en concession, ça sera un des canaux pour encourager les investissements privés. À nouveau, il faut avoir de la visibilité long terme, des concessions durables, mais ça sera un des canaux. Le deuxième canal, c'est des accès à des financements gouvernementaux ou fondations, grands bailleurs de fonds. Il y a de l'argent de disponible. Après, ça va être l'efficacité de ces fonds, la gestion de ces fonds. Et je pense que dans cette perspective à long terme, construire la route, ce n'est pas suffisant. Et ensuite, il faut l'exploiter, l'opérer. Et les PPP peuvent être une bonne solution pour accélérer la transformation sur des axes routiers principaux. Alors, juste une question. Est-ce que la solution rail-route peut être une solution qui permet effectivement d'éviter un petit peu des infrastructures routières qui sont pas en bon état en fait? Personnellement, je pense que la solution rail-route a un grand avenir en Afrique. On opère déjà 2 concessions, donc Côte d'Ivoire, Burkina Faso avec Citarail et Camrail pour remonter vers Ngaoundéré et puis Benirail, on en parlera à une autre occasion. Nous bougeons déjà énormément de conteneurs à la montée et à la descente. Ce qui nous encourage dans cette voie, et je pense que d'un point de vue logistique au sens large, le chemin de fer a un grand avenir, c'est l'intérêt de privés et de gouvernements pour investir dans les chemins de fer en Afrique. La ligne Djibouti-Addis va être un énorme accélérateur au niveau transport ferroviaire, conteneurs. Mombasa, Nairobi a été aussi un gros coup de pied dans la mare, même si à court terme, ça va vraiment affecter le marché et les transporteurs. Pour vous donner un ordre d'idée, un transport de conteneurs Mombasa-Nairobi par la route, c'était $800. Les chemins de fer, c'est $250. Donc ça va être vraiment des événements disrupteurs. On le voit venir aussi sur d'autres axes, transport de minerais, avec des gros programmes d'investissement pour aller sortir le cuivre et le cobalt du Katanga, avec les Angolais qui essayent de venir par l'Obito, les Sud-Africains qui veulent venir par la Zambie, les Tanzaniens. Tout le monde regarde ces axes stratégiques pour le chemin de fer. D'accord, merci. Monsieur Alix, un mot alors, un tout petit mot. Hein. Merci beaucoup pour votre remarque. J'irai exactement dans le même sens que Monsieur Petit, avec la toute petite nuance qu'il faut encore inventer le modèle économique aujourd'hui. Aujourd'hui, les Chinois construisent des routes, des centaines de kilomètres de routes. On connaît le modèle économique. Il n'est pas fiabilisé pour un opérateur privé puisque finalement, à la différence d'une concession portuaire, quelle sera la rémunération à court, moyen et long terme versus la maintenance, versus également la durée de vie utile de l'ouvrage d'art qui est une route. Donc aujourd'hui, le maillage infrastructurel africain, il doit aussi exiger de penser et d'innover. De nouveaux modèles d'affaires où vos autorités publiques doivent être prêtes aussi à réformer pour pouvoir se lancer dans des nouveaux schémas de PPP qui ne soient pas simplement imposés par les bailleurs de fonds, qui soient multilatéraux ou d'autres. Donc il y a une vraie problématique là. Quand il y a eu un 3e pont construit à Abidjan, il était sur un modèle, il va être payant. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. Mais qui va vouloir construire 1000 km de route pour aller dans un enclavé s'il n'a pas un retour sur investissement à travers un péage, à travers une concession qui va lui permettre d'avoir une rémunération garantie sur une volumétrie garantie? Là encore, je reviens dans le saupoudrage des flux logistiques et dans la dentelle logistique. Construire une voie ferroviaire, ça ne fonctionne que si vous avez la volumétrie. C'est un peu l'œuf et la poule. Mais si les volumétries sont
pas projeté à long terme, alors vous n'avez aucun modèle d'affaires qui inclura du privé qui sera rentable, hormis les schémas de concession ferroviaire basés sur l'exploitation minière, oil and gas également, mais dans le tout autre type de marchandises, ça ne marche pas. On a la problématique aujourd'hui des forestiers qui doivent être des aménageurs forestiers, qui doivent être des aménageurs routiers et à qui on demande aussi peut-être demain de construire des voies ferroviaires. Ce n'est pas leur boulot. Et ils rétorquent aux États, c'est à vous de le faire. La planification, l'aménagement de votre territoire, on peut en être une partie prenante en investissant, en opérant, mais pas en aménageant de manière, en se substituant aux engagements régaliens et souverains. Et ce serait d'ailleurs dangereux pour un État que de laisser tout partir dans les mains du privé sous un format comme celui-là. Merci, monsieur Alix. Alors, toute dernière question, j'ai envie de la poser, c'est est-ce qu'on trouve des prestataires de transport routier, puisqu'on est dans le routier, qui sont de qualité en Afrique, donc des sous-traitants de transport routier. Alors, est-ce que, monsieur Koufan, vous en faites appel à des prestataires de transport et quelle est votre analyse ? Bon, alors, nous, évidemment, avec la nature des produits, on est obligé de faire un petit peu attention. Et donc, on utilise des prestataires que l'on sélectionne, bien sûr, qui sont souvent des grosses flottes. Des grosses flottes de camions, on vérifie la qualité, etc. Bon, pour dire la vérité, une grande partie de notre business sort des entrepôts et est livré au client directement, qui lui-même gère le transport. Donc là, on ne sait pas trop ce qui se passe. On voit les camions arriver qui sont plus pourris les uns que les autres. Mais voilà, ça marche. A priori, ça arrive chez le client. Mais bon, en termes de sécurité, on n'est pas certain de ce maillon de la chaîne. Après, pour les grands appels d'offres, évidemment, on utilise des gros prestataires. On travaille beaucoup avec Bolloré, notamment au Cameroun, mais c'est avec le train, principalement. Mais aussi, il y a une partie de camionnage. Donc oui, la réponse, c'est pareil, c'est une espèce de myriade de petites et grosses boîtes qui ont des camions qui sont plus ou moins enregistrés. Donc... Et on est obligé de travailler avec ce maillage-là. Mais ce serait bien qu'il y ait un peu plus de réglementation. Justement, je crois qu'il y a pas mal d'initiatives de réglementation d'essieux et de poids sur essieux au Burkina et entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, par exemple, mais qui sont appliquées de manière un peu aléatoire. Et puis qui sont appliqués ou alors qui sont appliqués d'une manière un peu brutale, qui font que il y a plus de camions pendant une certaine période. Donc je pense que la politique camion Afrique a quand même encore pas mal de progrès à faire. Hein. Enfin la politique, ouais. Donc voilà. Merci, Madame Seguin. Un mot ? Même constat. D'accord. Ok. Dernière question, s'il y en a dans le public. Oui, monsieur. On va vous apporter un micro. Ah, alors, non, c'est monsieur là-bas. C'est pas grave. Oui, monsieur, rapidement. Bonjour. Je m'appelle Adel Marwan. Je suis DGA d'une société en Tunisie, dans le second œuvre de bâtiment. Ma question, je m'adresse à monsieur Petit. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un projet en phase d'étude pour un port aux eaux profondes non loin de Tunis, et comment c'est en phase d'étude, et est-ce que le groupe Bolloré, comment il envisage sa présence dans un futur proche? Des projets de port, il y en a un peu dans tous les pays. Donc oui, la Tunisie, l'Algérie, il y a un peu sur toute la façade, la Libye y compris, mais je ne sais pas où nous en sommes sur ce projet-là en particulier. Je poserai la question à mes collègues du portuaire. Désolé. D'accord, merci. Dernière question, monsieur Lader Déder. Oui, merci. Jean Mazeran du groupe Saint-Gobain. Il y a 2 ans, j'étais à la tribune pour intervenir à vos côtés d'ailleurs. Et je vous avais expliqué qu'on avait investi, on avait acheté des usines de plaques de plâtre, notamment à côté du Kilimandjaro, à Arusha, en Tanzanie, et qu'on était sur l'étude de flux logistiques pour la stratégie de matières premières. 2 ans après, on n'a pas avancé.
les ports pour notamment le vrac, le déchargement de gypse de gros bateaux de 35-50 000 tonnes. Les ports sont très chers. C'est plutôt un témoignage que j'apporte ici. C'est des frais de stockage, des frais de stevedoring absolument épouvantables par rapport à l'Asie, par rapport même à l'Amérique du Nord, par rapport à l'Afrique du Sud. Et notamment pour partir de Mombasa ou de Dar es Salaam pour aller à Arusha, des coûts de transport terrestre extrêmement élevés. Pour vous donner une idée, on arrive à des coûts rendus qui sont presque de $100 la tonne, alors qu'on parle d'un produit qui vaut 3 ou 4 $ la tonne. Donc vous avez 95% du prix qui est du transport. Ma question, et Monsieur Couffon, comme vous êtes dans le vrac aussi, à quelle échéance est-ce qu'on a un rêve? Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on est Martin Luther King, we have a dream? Et qu'on est, à quelle échéance on peut penser que la situation va s'améliorer en termes de coûts et en termes de faisabilité? Merci. Merci. Alors, c'est une très bonne question. À quelle échéance? On n'en sait rien. Aujourd'hui, on est contraint et forcé de bricoler. On parlait de bricolage tout à l'heure, mais on est contraint et forcé de bricoler, d'investir nous-mêmes sans vraiment savoir quand on aura le retour sur investissement. Et dans votre cas, vous avez acheté une structure à Arusha en vous disant bon, l'extraction n'est pas chère, le minerai est de très bonne qualité, on peut fabriquer sur place, etc. Mais maintenant, comment rentabiliser le produit, pouvoir le réexporter, le sujet, c'est-à-dire ça amène un sujet important, enfin peut-être une petite digression, mais un sujet important qui est le sujet de la réexportation d'Afrique. Quand on importe un produit en Afrique, nous qui sommes distributeurs, il suffit qu'on se trompe dans un produit ou autre et qu'on veuille le réexporter, c'est complètement impossible. Alors c'est rendu impossible par la douane. En termes de tarifs, c'est prohibitif, mais complètement. Et donc cette possibilité même de réexporter d'un pays à un autre, ça ne fonctionne pas. Donc déjà, investir en Afrique aujourd'hui pour l'export, c'est difficile, à moins que l'export soit vers l'Europe ou vers... voilà. Mais si c'est local, c'est compliqué. Donc par rapport à l'échéance, je pense que ça dépend des endroits, ça dépend des pays. Faut que les pays se regroupent aussi un minimum. Je dirais même dans les marchés un peu communs, type ECOWAS et autres, il y a assez peu finalement, en dehors de l'avantage douanier de pouvoir exporter d'un pays à l'autre sans douane, il n'y a pas d'autre amélioration de système. Il n'y a pas vraiment d'investissement dans le système, dans les systèmes douaniers, il n'y a pas. Donc ça ne règle pas le problème. Pas de réponse claire, mais voilà. C'est ce que je pense. Merci, Monsieur Couffon. Je pense qu'on arrive au terme de cette conférence. Je crois que les estomacs commencent peut-être à crier, pas famine, mais du moins à demander à déjeuner. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir assisté à cette conférence. J'espère que vous avez eu un maximum de réponses aux problématiques que vous vous posez tous. Et à une prochaine fois. Voilà, merci beaucoup. Merci.